Mon mari est mort dans un accident de voiture. Quelques jours plus tard, l'avocat m'a remis les clés de sa ferme en disant « Vous êtes la propriétaire maintenant ». Il m'avait strictement interdit de visiter la ferme de son vivant. J'ai prévu de la vendre, mais avant de le faire, j'ai décidé de la visiter par curiosité. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé, sous le choc, car à l'intérieur se trouvait. Les tasses de thé étaient encore chaudes. Les biscuits aux amandes que j'avais préparés la veille étaient intacts sur l'assiette. Il était 20 heures, l'heure à laquelle Larry rentrait habituellement à la maison, mais cette fois-ci, il ne rentrerait pas. J'ai fixé la porte d'entrée plus longtemps que je ne veux l'admettre, espérant entendre sa clé dans la serrure. Mais il n'y avait que le silence, le genre de silence qui s'installe profondément quand on sait que quelque chose a disparu pour toujours. Je m'appelle Lauren Williams. Pendant 16 ans, j'ai cru avoir le genre de mariage dont les autres rêvent. Larry était calme, brillant, et il donnait une impression de stabilité dès qu'il entrait dans une pièce. Il ne criait jamais. Il n'était jamais en retard. Il m'apportait des fleurs le lundi, portait des chemises impeccables et ne me laissait jamais m'inquiéter pour l'argent. Nous n'avions pas d'enfants. La vie fonctionnait bien entre nous, comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il manquait quelque chose à ce puzzle. Une pièce était cachée dans un endroit que je n'avais jamais été autorisé à voir. Larry est mort un samedi. Ils ont dit que c'était une crise cardiaque. Je me souviens du visage du médecin, gentil, professionnel et distant. Insuffisance cardiaque massive, a-t-il dit. C'était rapide. J'ai hoché la tête comme si je comprenais, comme si ça aidait, mais ce n'était pas le cas. Pas quand on a perdu la seule personne qui, pensait-on, nous connaissait vraiment. Les funérailles m'ont semblé être un rêve. Des gens en noir, des mots gentils, et des étrangers me disant à quel point Larry était formidable. Je me suis accroché à Hélène, ma meilleure amie depuis l'université. Elle n'arrêtait pas de me tendre de l'eau que je ne buvais pas et de la nourriture que je ne pouvais pas manger. Puis ma sœur Olivia est arrivée. Son parfum était trop fort. Son étreinte a duré trop longtemps. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Je suis tellement désolé, ma sœur, dit-elle, la voix trop douce. Larry était comme un frère pour moi. Je voulais la croire. Vraiment. Mais la façon dont elle me regardait, ce n'était pas de la tristesse. Pas du tout. Alors qu'elle se servait un verre dans ma cuisine, elle a dit, « Eh, je sais que ce n'est pas le meilleur moment, mais Larry m'a prêté de l'argent. J'espérais régler ça maintenant que tu es à l'abri du besoin. » Je l'ai dévisagé. « Quel argent ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, puis a souri comme si j'étais sotte. « Oh, je suppose qu'il ne te l'a jamais dit. » Quelque chose s'est noué en moi. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai erré dans la maison, touchant les meubles comme s'ils pouvaient me donner des réponses. Les bibliothèques, les parquets brillants, la photo de mariage dans son cadre. Tout semblait appartenir à quelqu'un d'autre. C'est là que je les ai vus. Les clés de Larry, toujours posées sur la console de l'entrée. Je les ai prises et elle était là. La clé qu'il ne me laissait jamais utiliser. Elle était différente des autres. Celle de son garage. Je l'avais interrogé à ce sujet une fois, des années auparavant. Il n'y a rien de spécial là-dedans, avait-il dit avec un sourire. Juste des outils et de la graisse. Ça ne te plairait pas, je n'ai plus jamais posé la question. Je n'ai jamais insisté. C'est ainsi que notre mariage fonctionnait. Simple, calme, et plein d'endroits où je n'étais pas censé aller. Mais maintenant, je n'avais plus rien à perdre. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au garage. Il se trouvait dans un vieux quartier de la ville, derrière des bâtiments délabrés aux toits rouillés et où les mauvaises herbes poussaient à travers le bitume fissuré. Pas le genre d'endroit où l'on imaginerait Larry garder quoi que ce soit, mais il venait ici tous les samedis, chaque semaine. Je n'ai jamais demandé pourquoi. La porte en métal était plus lourde que je ne le pensais. La clé a fait un bruit sec en tournant, et je suis resté là un instant, effrayé par ce que je pourrais voir à l'intérieur. Ça sentait la poussière et l'huile. J'ai cherché l'interrupteur et je me suis arrêté net. Ce n'était pas un garage. Il n'y avait pas d'outils, pas de boîte, pas de pièces de voiture. Cela ressemblait à une pièce secrète construite pour quelqu'un menant une double vie. Je suis entré lentement. Les néons au plafond ont vacillé et ont éclairé la pièce d'une lueur froide. Les murs étaient entièrement recouverts.
Photos, articles de journaux, graphiques dessinés à la main et cartes de voyage. Un mur était couvert de rangées de photos imprimées, toutes soigneusement épinglées. Sur chaque photo, Larry était là. Mais ce n'était pas le Larry que je connaissais. Sur ces photos, il ne portait pas ses costumes impeccables. Il n'était pas tiré à 4 épingles. Il avait l'air complètement différent, en jean, en chemise décontractée, les cheveux en désordre. Détendu, presque comme un étranger. Son visage paraissait plus doux sur les photos. Il ne semblait pas si sérieux. Et sur presque chaque photo, il se tenait à côté de la même femme. Elle était belle, avec au moins 11 ans de moins que moi, des cheveux sombres et des yeux vifs et intelligents. Ils avaient l'air proches, trop proches. Sa main était sur son bras, et il lui souriait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Une photo les montrait à la plage. Une autre dans un chalet de ski. Une autre lors d'un dîner. Certaines avaient des dates écrites au dos, d'une écriture que je savais être la sienne, il y a 8 ans, 6, 4. Une datée de quelques mois à peine, septembre 2023. Celle-là m'a cloué sur place. Le même jour, j'étais à la maison en train de lui préparer son dîner préféré, attendant qu'il rentre de ce qu'il disait être un rendez-vous avec un client. Mais maintenant, je fixais une photo de lui, assis à côté de cette femme et d'un homme qui semblait avoir la trentaine. Ils souriaient tous comme une famille heureuse. Au dos de la photo, Larry avait écrit « Pamela et Frank, septembre 2023. » Mes genoux se sont dérobés. Je me suis agrippé au bureau en métal au milieu de la pièce pour me stabiliser. C'est alors que j'ai vu les papiers, des piles de dossiers, des relevés bancaires, des documents d'entreprise, des lettres de sociétés étrangères et des formulaires fiscaux qui ne correspondaient à rien de ce que je connaissais de son travail. Dans un dossier, j'ai trouvé un rapport médical. Mes yeux sont allés directement en haut de la page. Crescent Heart Institute. Il datait de moins de 3 mois. J'ai vu le nom complet de Larry, puis le diagnostic, cardiopathie ischémique. Stade 3, risque élevé de crise cardiaque. Il savait. Il savait qu'il était mourant. Et au lieu de me le dire, au lieu de m'avertir ou de me préparer, il a passé ses derniers jours à construire une vie secrète avec une autre femme, une autre maison et une autre famille. Car ce jeune homme sur la photo devait être leur fils. Mon estomac s'est noué. 16 ans. J'étais à ses côtés depuis 16 ans. Et maintenant, l'homme que j'avais enterré n'était pas vraiment mon mari. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Un étranger. Un étranger. C'est ce qu'il était. Un étranger qui m'a regardé dans les yeux la veille de sa mort, m'a tendu une petite boîte en velours contenant un collier de saphir, m'a embrassé la joue et a dit « Tu es la seule qui compte pour moi ». J'ai reculé vers la porte. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine était oppressée et mes pensées tourbillonnaient. Que étais-je censé faire de tout ça? Qui étais-je maintenant? Une veuve? Oui. Mais la veuve de qui? C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelque chose. Des bruits de pas doux, prudents, comme si quelqu'un ne voulait pas être remarqué. Je me suis retourné brusquement, le cœur battant à tout rompre. Et il était là, le jeune homme de la photo. Même cheveux sombres, même mâchoire forte, mêmes yeux vifs et impénétrables. Quand il a parlé, sa voix était stable, mais je pouvais à peine l'entendre par-dessus le bourdonnement dans mes oreilles. « Lorraine Williams » demanda-t-il. Je n'ai pas répondu. « Je pensais que vous viendriez ici », dit-il en entrant lentement. « Je suis Frank Smith. Larry Williams était mon père. » Et d'un coup, c'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit en premier. Peut-être rien. Peut-être que je suis juste resté là, agrippé au bureau comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de tomber. Frank s'est approché, se déplaçant avec précaution, comme s'il savait à quel point la situation était fragile. Je l'ai regardé, pas seulement son visage, mais au plus profond, cherchant. Et c'était là, ses yeux. C'étaient ceux de Larry. Ce même regard profond et silencieux qui en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. « Vous êtes vraiment son fils ?» ai-je murmuré. « Oui », dit Frank sans hésiter. « Et je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que vous l'appreniez comme ça. Depuis combien de temps saviez-vous pour moi ?» ai-je demandé, la voix à peine audible. « Toute ma vie », dit-il, calme et honnête. Il ne m'a pas dit grand-chose, seulement qu'il était marié, que vous ne saviez pas pour moi.
Il nous a tenus à l'écart. Ma mère, Pamela, respectait ça. Elle n'a jamais voulu causer de problème. Mais après sa mort l'année dernière, les choses ont changé. Elle était partie, elle aussi. Tout comme Larry. Je me suis assise sur la vieille chaise près du bureau. Mes jambes ne me portaient plus. Pourquoi êtes-vous ici? Ai-je demandé. Frank a sorti de son sac à dos un morceau de papier plié, jauni sur les bords. Il me l'a tendu. J'ai hésité, puis je l'ai pris. C'est un brouillon de testament, dit-il. Ce n'est pas terminé, pas officiel. Mon père me l'a donné 3 semaines avant de mourir. Il a dit que la version finale vous parviendrait, mais celle-ci, c'était juste au cas où. J'ai ouvert le papier et c'était bien là. L'écriture de Larry, stable et familière, comme les mots qu'il me laissait pour les anniversaires ou au dîner. Ce n'était pas signé par un avocat, juste des notes rapides, partageant ses biens. Il mentionnait Frank. Il a également écrit sur une société dont je n'avais jamais entendu parler, Mercury South Holdings. Puis une autre ligne a attiré mon attention. Accès aux documents restants conservés dans le coffre-fort du bureau. Code lié à un objet personnel offert à elle. Je me suis figé. Objet personnel qui m'a été offert. Le collier. Le collier de saphir qu'il m'avait donné 3 nuits avant de mourir. Ce n'était pas juste un cadeau. C'était une clé. J'ai touché ma clavicule par habitude, mais le collier n'était pas là. Je l'avais laissé à la maison dans sa boîte. Il m'avait semblé trop lourd à porter. Maintenant, il me semblait encore plus lourd. Qu'est-ce que Mercury South Holdings? Ai-je demandé, regardant toujours le papier. Frank prit une profonde inspiration. Une de ces sociétés privées. Elle n'est pas cotée en bourse. Elle n'apparaît pas dans les registres. Il l'utilisait pour transférer de l'argent entre les pays. Après la mort de ma mère, a-t-il ajouté, j'ai commencé à enquêter. Il y avait des transferts que je ne pouvais pas expliquer. Des comptes offshore à mon nom, mais je ne les avais pas ouverts. Je pense qu'il essayait de mettre quelque chose en place pour vous, pour moi, pour nous deux. Ma bouche est devenue sèche. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps, dit Frank doucement. Et parce qu'il n'avait pas confiance dans les gens avec qui il travaillait. J'ai levé les yeux. Quelle personne? Le visage de Frank devint sérieux. Il n'a jamais donné de nom. Il a juste dit que s'il lui arrivait quelque chose, quelqu'un pourrait venir chercher des réponses, le contrôle de ce qu'il a laissé derrière lui. Je me suis adossé à la chaise, les pensées s'emballant. Un deuxième coffre-fort, une société secrète, un collier qui pourrait contenir un code, et un homme que j'avais aimé pendant 16 ans qui avait construit une vie dont je n'avais jamais rien su. Vous pensez qu'il y a plus? Ai-je demandé. Que le testament, les dossiers, les photos, ce n'est que le début? Frank a hoché la tête. Je pense qu'il a laissé des indices. Pas seulement pour que nous les trouvions, mais pour nous protéger. Je me suis levé lentement. Mes jambes étaient encore tremblantes. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Elle ne ressemblait plus à un mémorial. Elle ressemblait à une preuve et à un avertissement. Je dois rentrer à la maison, ai-je dit doucement. J'ai besoin de ce collier. Puis-je venir avec vous, demanda Frank. Si vous me le permettez. J'ai fait une pause, puis j'ai hoché la tête. Car que cela me plaise ou non, c'était maintenant notre histoire. Mais je ne suis pas rentré tout de suite. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour respirer. Alors, j'ai appelé Hélène. 25 minutes plus tard, j'étais assise sur son canapé, tenant une tasse de thé chaud que je ne buvais pas. Le collier de saphir était posé sur la table entre nous, comme une bombe à retardement. Hélène n'a posé aucune question. Elle ne le faisait jamais. Pas avant que je sois prête. Et quand je l'ai finalement été, je lui ai tout raconté sur le garage, les photos, Frank et le testament. Elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Elle a juste murmuré, je suis tellement désolé, et a pris ma main. Mais je n'étais pas prête à pleurer. Je n'étais pas prête à m'effondrer. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de quelqu'un à blâmer. Alors, j'ai conduit jusqu'à l'appartement d'Olivia. Il se trouvait dans un nouvel immeuble chic du nord de la ville, le genre avec un parking souterrain, des codes d'accès et une réception. Étrange pour quelqu'un qui disait toujours être fauché.
En montant dans l'ascenseur, j'ai senti ma colère grandir. Olivia a ouvert la porte pieds nus, en pyjama de soie, un verre de vin à la main. Son maquillage était parfait, ses cheveux coiffés comme si elle attendait quelqu'un. « Tiens, si ce n'est pas ma sœur en deuil, dit-elle avec un sourire suffisant. Venue voir ce qu'il reste de la veuve. Ça suffit, Olivia, ai-je lancé. Nous devons parler. Je l'ai bousculée pour entrer dans le salon. C'est là que j'ai vu la photo. Elle et Larry, riant, tenant des coupes de champagne. La date dans le coin m'a retourné l'estomac, il y a 6 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé en montrant le cadre. Olivia s'est approchée lentement et a pris une longue gorgée de vin. Oh, ça? La fête de fin d'année de l'entreprise. Tu étais trop fatigué pour venir, tu te souviens? Larry voulait que je l'accompagne. Elle a dit ça comme si de rien n'était. Comme si boire du champagne avec mon mari pendant que je restais à la maison à plier le linge était tout à fait normal. On s'est toujours si bien entendu, ajouta-t-elle nonchalamment. Je me suis tourné vers elle. À quel point exactement? Son sourire s'est effacé. Je sais pour Pamela, ai-je dit. Je sais pour Franck, le garage, la fausse société, le testament. Je sais tout. Alors, s'il y a autre chose, dis-le-moi maintenant. Les yeux d'Olivia se sont rétrécis. Elle est allée à son bar, a rempli à nouveau son verre et a parlé doucement. Très bien. Tu veux la vérité? Elle a posé son verre et a mis une main sur son ventre. Je suis enceinte, dit-elle. Et c'est de Larry. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas parler. Mon esprit s'est vidé. 11 semaines, a-t-elle poursuivi. Je l'ai découvert une semaine avant sa mort. Il le savait. Il a dit qu'il s'occuperait de tout. Il m'a même dit qu'il allait quitter Pamela. Je me suis figé. Tu le voyais encore après la mort de Pamela? Olivia haussa légèrement les épaules. Elle n'était pas censée durer. J'ai toujours été celle qui est restée. J'avais l'impression de ne plus être dans mon propre corps. Les murs, le canapé, le léger bourdonnement du réfrigérateur. Tout s'est estompé. Tu as couché avec mon mari, ai-je murmuré. Olivia haussa de nouveau les épaules. Ne fais pas semblant d'être choqué. Tu avais la vie parfaite, la belle maison, les dîners à 20 heures. Pendant que moi, je joignais à peine les deux bouts, avec des boulots sans avenir, toujours comparé à toi, comme si j'étais une version ratée de la fille que maman voulait vraiment. Elle a levé les yeux vers moi, et son regard était perçant. Tu étais sa routine. J'étais son évasion. Je l'ai giflé avant même de réaliser mon geste. Sa tête a basculé sur le côté, et son verre de vin s'est brisé sur le sol. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste souri. La voilà. La vraie Lorraine, dit-elle. Pas la petite épouse parfaite. Juste une femme qui sait enfin que sa vie était un mensonge. Je me suis détourné, respirant difficilement. Mes mains tremblaient. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ai-je demandé, la voix plus basse maintenant. Parce que tu ne m'aurais jamais cru, dit-elle. Tu as toujours pensé que j'étais jalouse. Et peut-être que je l'étais, mais ça ne te concernait pas. Il s'agissait pour moi d'obtenir enfin quelque chose pour moi-même. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas seulement pris quelque chose. Tu as tout pris. Elle s'est approchée. Son visage était difficile à lire. Dis ce que tu veux. Mais le bébé qui grandit en moi, il ou elle fait partie de ta famille, que tu le veuilles ou non. Ma gorge s'est nouée. Je voulais crier, jeter quelque chose, remonter le temps. Mais au lieu de ça, j'ai dit. Je suivrai ce que Larry a écrit dans son testament. Pas pour toi, pour le bébé. Le bébé n'a rien choisi de tout ça. Olivia a cligné des yeux. Sa voix s'est un peu adoucie. Tu le penses vraiment? Je ne sais pas ce que je pense, ai-je murmuré. Mais je sais une chose. Je dois partir. Je me suis dirigé vers la porte, sans même me soucier du verre brisé qui crissait sous mes chaussures. Ma main tremblait en attrapant la poignée. Elle a demandé quelque chose sur ce que Larry aurait voulu, mais je n'ai pas répondu parce que, honnêtement, je n'en savais plus rien. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Je ne pouvais pas faire face à la table propre, au lit intact, ou au silence. Au lieu de ça, je suis retourné chez Hélène,
tenant le collier de saphir dans ma main comme s'il pouvait me brûler la peau. Elle ne m'a pas demandé où j'avais été. Elle a juste ouvert la porte, a regardé mon visage et a dit, « Tu as besoin de dormir. » Mais je ne pouvais pas dormir. Pas quand tout à l'intérieur de moi semblait s'effondrer. Le lendemain matin, Franck est venu me chercher. Hélène est venue aussi. Elle a insisté. « Tu ne vas pas entrer seule dans le coffre-fort secret de ton mari », a-t-elle dit en jetant son manteau sur son épaule. Le bureau de Larry se trouvait dans un grand immeuble du centre-ville. Il l'appelait toujours un « espace satellite » quand je posais des questions. Un endroit calme pour les réunions, avait-il dit. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais Franck avait une carte d'accès. Je suis inscrit comme copropriétaire, a-t-il dit en nous faisant passer la sécurité. La réceptionniste nous a à peine regardés. Larry avait construit une vie si secrète qu'elle n'avait jamais eu besoin d'explications. Le trajet en ascenseur a semblé interminable. Quand nous avons atteint le 17e étage, Franck nous a conduits dans un bureau aux parois de verre. C'était froid et moderne, avec des lignes épurées et des angles vifs. Pas de photos de moi, pas de souvenirs, juste des murs gris, des meubles élégants et une légère odeur d'eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Franck a montré une grande peinture abstraite derrière le bureau. Le coffre-fort est derrière. J'ai sorti le collier de mon sac. Mes doigts ont trouvé le petit fermoir. Je l'ai tourné vers la gauche. Clic, un petit compartiment caché s'est ouvert à l'arrière du pendentif en saphir. À l'intérieur se trouvait une fine plaque de métal de la taille d'une carte SIM. Des chiffres étaient gravés sur un côté. Franck l'a prise avec précaution et l'a insérée dans le clavier numérique du coffre. Il y a eu un bip grave, puis la porte du coffre s'est déverrouillée. À l'intérieur se trouvaient des piles de papier, une clé USB noire et élégante, une petite boîte en bois et une clé en argent avec une étiquette indiquant « Coffre-fort bancaire, Federal Trust ». Franck a d'abord saisi les documents. Contrat, virement, rapport financier. Certains de ces noms sont des banques étrangères, dit-il. Il ne se contentait pas de cacher de l'argent. Il le déplaçait rapidement hors du pays. J'ai pris la clé USB mais je ne l'ai pas branchée. Pas encore. Puis j'ai ouvert la boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une bague. Simple, en or, avec un petit diamant. J'ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas ma bague. À l'intérieur de l'anneau, il y avait une gravure. Et pour toujours, pour Pamela. Oh mon Dieu, a murmuré Hélène à côté de moi. Franck a détourné le regard, la mâchoire serrée. Il lui a acheté une bague, ai-je dit, la voix à peine audible. Il allait la demander en mariage. Ou peut-être l'avait-il déjà fait. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas pleurer. Je ne pouvais même pas parler. Parce que là, dans le bureau froid et silencieux de mon défunt mari, j'ai enfin vu la vérité que j'avais essayé de ne pas affronter. Il l'aimait. Peut-être qu'il m'aimait aussi, à sa manière. Mais avec elle, c'était différent. Elle avait eu la vraie version de lui. Celui qui souriait sur les photos, prenait des vacances et riait. Et moi, j'avais eu ce qui restait. La représentation. Le mari bien habillé qui rentrait pour dîner à 20h, apportait des roses le lundi et cachait tout derrière des portes verrouillées. Puis Franck m'a tendu une lettre. Elle était pliée soigneusement. Mon nom était écrit sur le devant. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Lorraine. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je suis désolé. Je n'ai jamais eu le courage de te dire la vérité, de dire à voix haute ce que j'aurais dû dire il y a des années. J'ai été égoïste. J'ai construit 2 vies parce que je ne pouvais renoncer à aucune des 2. Et à la fin, cela m'a tout coûté. Je t'aimais. Je sais que cela semble probablement vide maintenant. Peut-être que ça l'a toujours été. Mais je t'aimais de la seule manière que je connaissais. Je voulais que tu aies la paix, que tu sois en sécurité. C'est pourquoi je t'ai laissé les papiers, l'accès, la vérité. Fais ce que tu dois faire. Brûle-les. Enterre-les. Dis-le au monde entier. C'est ton choix maintenant. Pardonne-moi si tu le peux. Sinon, je comprends. Larry. J'ai fixé la lettre jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Puis je l'ai tendue à Hélène. Elle l'a lue en silence, puis l'a passée à Franck. Personne n'a dit un mot. Qui avait-il à dire? L'homme que nous pensions tous connaître s'était brisé comme du verre.
Maintenant, tout ce que nous pouvions faire était de voir quoi faire des morceaux. Nous avons quitté le bureau en silence. Pas un silence calme, juste le genre de silence qui s'installe quand il n'y a plus rien à dire. Hélène conduisait. Frank était assis à côté de moi. Je regardais par la fenêtre, voyant Brunswick défiler dans les douces teintes grises de l'automne. Mon mari avait vécu une vie que je n'avais jamais vue. Maintenant, nous tenions les morceaux, et nous ne savions pas qui d'autre pouvait nous observer. Cette nuit-là, j'ai essayé de dormir sur le canapé lit d'Hélène. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Lauren Williams, dit une voix d'homme. Oui, ai-je répondu, déjà tendu. C'est Patrick Duffy. Je travaillais avec votre mari. Mon estomac s'est serré. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si, vous le savez, dit-il, la voix calme comme de l'eau dormante. Les documents du coffre-fort. Certains concernent des comptes internationaux que j'ai aidé à mettre en place. Je pense que nous devrions nous rencontrer. Je ne rencontre personne, ai-je dit rapidement. Si, vous le ferez, a-t-il répondu. Parce que les autres avec qui Larry travaillait ne sont pas aussi polis que moi. Ils ne demanderont pas. Il a raccroché. Je suis resté là, à fixer le plafond, le cœur battant la chamade. Le matin, je l'ai dit à Frank. Sa mâchoire s'est crispée, et il a commencé à faire les 100 pas. Il m'a appelé aussi, a-t-il dit. Mais il y a plus. Il m'a tendu un petit bout de papier. Quelqu'un d'autre m'a contacté la nuit dernière, Aaron Paul. Il dit être la source originale de l'argent que Larry a déplacé. Puis il a ajouté. Il a dit que si nous ne rendons pas tout d'ici la fin de la semaine, il y aura des conséquences. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Je n'en avais pas besoin. Frank a sorti la clé d'argent du coffre de son sac. Nous avons toujours le coffre-fort bancaire, dit-il. Ce qu'il y a à l'intérieur pourrait expliquer à qui appartient vraiment quoi. Je l'ai regardé. Ma voix était tremblante. Voulons-nous vraiment ouvrir une autre boîte? Et si ça ne faisait qu'empirer les choses? Hélène s'est assise à côté de moi et a posé doucement sa main sur la mienne. Au moins, tu sauras, dit-elle. Ne pas savoir, c'est ça qui te ronge. Elle avait raison. Nous avons donc élaboré un plan. D'abord, nous irions à la banque. Et si nous ne comprenions toujours pas ce qui se passait, nous trouverions quelqu'un qui pourrait nous dire la vérité. Larry devait avoir laissé quelqu'un derrière lui, quelqu'un qui savait dans quoi il était impliqué. Un plan de secours, un contact. C'est alors que Frank a parlé. Il y a un nom que ma mère a mentionné une fois. Tyler Posey. C'était un vieil ami de fac de papa. Elle disait que c'était le seul qui ait jamais dit la vérité à Larry, même quand il ne voulait pas l'entendre. Sais-tu où il est? Ai-je demandé. Je crois, dit Frank. Maman gardait son adresse dans une boîte de contact d'urgence. Il vivait à Bluffton, alors nous avons pris la route. Un trajet tranquille de 3 heures, la pluie glissant sur le pare-brise comme des souvenirs qui s'estompent. Bluffton nous a accueillis avec de vieux chênes, un air épais et une quiétude que seules les vieilles villes semblent posséder. Tyler vivait dans une grande maison en briques recouverte de lierre. On aurait dit qu'elle sortait d'un vieux livre de contes. Il a ouvert la porte lentement. « Vous êtes Lauren, dit-il immédiatement. Et vous devez être Frank. Vous saviez que nous viendrions? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Larry me l'avait dit. Si tout s'effondre, ils viendront te voir. Puis il s'est écarté. Entrez. À l'intérieur, la maison sentait les vieux livres et la fumée de pipe. Des étagères tapissaient chaque mur. Un piano verni trônait dans un coin, intact mais propre. Tyler nous a fait signe de nous asseoir. Il a quitté la pièce un instant et est revenu avec une enveloppe scellée. Il m'a laissé ça, dit-il. Il m'a dit de ne l'ouvrir que si vous veniez tous les deux ensemble. J'ai regardé Frank. Il a fait un petit signe de tête. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une courte lettre manuscrite et un deuxième testament. Celui-ci était différent. Il mentionnait l'enfant qu'Olivia portait. Il stipulait que 30% des économies offshore de Larry iraient à l'enfant lorsqu'il ou elle aurait 22 ans. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il avait tout prévu, même ça. Et à ce moment-là,
j'ai réalisé quelque chose. Nous étions au milieu d'une tempête que Larry avait construite pièce par pièce. Maintenant, c'était à nous d'y faire face. J'ai relu le testament. Enfant à naître d'Olivia Williams, 30% à placer en fiducie jusqu'à l'âge de 22 ans. Ce n'était pas l'argent qui me choquait. C'était la minutie avec laquelle il avait tout pensé. Même après sa mort, Larry avait toujours 3 coups d'avance. Pourquoi nommer le bébé mais pas Olivia? Ai-je demandé à Tyler. Parce qu'il faisait confiance à l'enfant, dit Tyler doucement. Pas à la mère. Frank s'est agité sur sa chaise. Ça change tout. Cela signifie qu'Olivia ne peut pas toucher à cet argent. Pas légalement. J'ai regardé à nouveau le deuxième testament. Et si elle essaie? Tyler a hoché la tête en direction de la clé USB. Alors vous utiliserez ça. Larry m'a dit qu'elle contient les archives de chaque virement, de chaque personne impliquée et de chaque crime qu'ils ont commis pour bâtir tout ça. S'ils s'en prennent à vous, ne reculez pas. Hélène a laissé échapper un lent soupir à côté de moi. Vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, dit-elle. Un moyen de pression. Pour la première fois depuis la mort de Larry, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas comme la femme à qui on avait menti, qu'on avait trompée et abandonnée. Je me sentais comme celle qui tenait la carte, et cela me donnait du pouvoir. Frank s'est penché en avant. Lorraine, je pense qu'il est temps d'arrêter de simplement réagir. Nous devons agir avant que Patrick ou Paul ne le fassent. J'ai hoché la tête lentement. On va à la banque. Nous sommes retournés à Brunswick avant midi. Le bâtiment de la Federal Trust se trouvait entre un cabinet d'avocats et un vieux site historique. Il avait l'air banal, le genre d'endroit devant lequel on passe sans jamais le remarquer jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Hélène est restée dans la voiture. Envoie-moi un texto si ça devient bizarre, a-t-elle dit. Et s'il ne vous laisse pas entrer, pleure. Personne ne dit non à une femme qui pleure dans une banque. Frank a souri. Moi non. À l'intérieur, le responsable des coffres a regardé la clé d'argent, a vérifié ma carte d'identité et a haussé un sourcil. Ça fait des années que ce coffre n'a pas été ouvert, dit-il. Il est enregistré sous un nom de société, Mercury South Holdings. Il nous a conduits au sous-sol, à travers plusieurs portes blindées et d'épais murs de béton. L'air est devenu plus froid. C'était silencieux. Puis nous nous sommes retrouvés seuls avec le coffre. Il m'a tendu des gants. Procédure standard, dit-il. Nous vous laissons en privé. La porte s'est refermée derrière nous. Ma main flottait au-dessus de la serrure. Prête, demanda Frank. Non, ai-je dit, mais je l'ai fait quand même. La clé a tourné facilement. Le coffre a glissé. Pas d'argent liquide, pas de faux passeport, pas de téléphone secret, pas de liasse de billets non marqués. Juste un dossier manie et une photo. La photo montrait Larry, Frank et Patrick deux filles debout devant un SUV noir, les bras croisés, en train de rire. Derrière eux se tenait Aaron Paul. Je l'ai fixé pendant un long moment. Ce n'étaient pas seulement des partenaires en affaires, ai-je dit. Ils formaient une équipe. Frank a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages de contrats signés, de faux registres de société et de paiement. Un document portait une inscription en rouge vif en haut, Assurance Chantage Paul. Ce n'était pas juste de l'information. C'était une arme. Larry a gardé des preuves, ai-je murmuré. De tout. À ce moment-là, j'ai compris. Il ne m'avait pas seulement laissé un chaos. Il m'avait laissé un moyen de me défendre. Et maintenant, je devais décider quoi en faire. Nous ne sommes pas rentrés à la maison. Nous sommes allés voir un avocat, Adam Driver. Il s'était occupé de la succession de mon père des années auparavant. Il était honnête, discret et n'aimait pas les histoires. Je lui ai tout raconté. Enfin, presque tout. Pas l'infidélité, pas Olivia, juste les parties qui comptaient pour la loi. Les documents, les menaces, les comptes secrets. Il n'a pas bronché. Voulez-vous porter plainte, demanda-t-il. Non, ai-je dit. Je veux une protection. Il a hoché la tête. Alors nous allons faire des copies de tout, numériques, imprimées, stockées dans 3 endroits distincts. Une copie ici, une avec vous, et une avec quelqu'un qui n'est lié à aucun de nous, dit Adam. Je connais la personne parfaite, dit Hélène avec un sourire sérieux. Nous avons passé des heures à tout numériser.
Larry avait tenu des archives méticuleuses, nom, date, virement bancaire, fausses factures. Ce n'était pas seulement des affaires louches. C'était une véritable opération criminelle qui s'étendait à travers les pays. Et avec la disparition de Larry, ils pensaient probablement que toutes les preuves avaient disparu. Ils avaient tort. À la fin de la journée, Adam a rédigé une lettre courte et ferme. J'ai ajouté une ligne en bas, de ma propre main, essayez voir. LW. Nous l'avons envoyé au bureau de Patrick Duffy par coursier. Il a appelé 20 minutes plus tard. Vous croyez maligne, dit-il, furieux. Vous êtes complètement dépassé. Non, ai-je dit calmement. C'est vous qui l'êtes. Car mon prochain appel sera pour le fisc, et après ça, à Interpol. Il y eut un silence. Puis il a ri. D'accord, dit-il. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, ai-je dit. Juste que vous arrêtiez. Plus d'appels, plus de menaces, plus de visites surprises. Si vous me touchez, moi ou quiconque qui m'est cher, tout le dossier devient public. Chaque nom, chaque signature. Vous ne voulez pas de ce genre de problème, a-t-il dit. J'ai déjà ce genre de problème, ai-je répondu. La différence, c'est que je n'ai plus peur. Il a raccroché. 3 heures plus tard, Aaron Paul l'a appelé. Son ton était suave, poli, comme quelqu'un habitué à se sortir des ennuis par la parole. Lorraine, dit-il comme si nous étions de vieux amis. J'ai entendu parler de ce que vous avez trouvé. Je pense que nous avons mal commencé. Il n'y a pas eu de commencement, ai-je dit. Juste votre nom sur des dizaines de transferts illégaux. Il a eu un petit rire. Tout cela n'est qu'hypothétique, bien sûr. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai dit. Je sais que vous pensez pouvoir contrôler la situation, mais voilà le problème, monsieur Paul. Je n'ai plus rien à perdre. Pas de réputation à protéger, pas d'entreprise à sauver, et cela me rend très dangereuse. Il n'a pas répondu. J'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, Frank et moi étions assis sur le porche d'Hélène. La clé USB était dans sa poche. Une copie du dossier était enterrée dans une jardinière derrière nous. C'était peut-être paranoïaque, mais après avoir été trahi par la personne en qui j'avais le plus confiance, la paranoïa ressemblait à de la survie. Je ne savais pas qu'il était capable de ça, dit doucement Frank. Ma mère disait toujours qu'il était compliqué. Je pensais qu'elle voulait dire triste, pas corrompu. Il était les deux, ai-je dit. Et peut-être pire. J'ai levé les yeux vers les étoiles, froides, immobiles, immuables. Nous n'avons pas encore terminé, ai-je dit. Frank s'est tourné vers moi. Que veux-tu dire? La clé USB, ai-je dit. Elle était petite, noire et banale, comme si elle n'avait rien à dire, à moins qu'on ne lui pose la question de la bonne manière. Nous ne l'avons pas ouverte ce soir-là, ni le lendemain matin. Il m'a fallu 3 jours. 3 jours pour me préparer à la vérité qui m'attendait encore. Pendant 3 jours, je me suis entraîné à réagir. Comme si, en répétant assez, la douleur de la trahison ne frapperait pas si fort. Frank était assis à côté de moi sur le canapé. Hélène a de nouveau apporté du thé. Personne n'a dit un mot pendant que je branchais la clé USB. Un seul dossier est apparu. Il était nommé, pour Lorraine. À l'intérieur se trouvait une seule vidéo, datée de seulement 11 jours avant la mort de Larry. Mes doigts ont plané au-dessus du fichier. Puis j'ai cliqué. L'écran est resté noir un instant, puis a scintillé. C'était Larry, mais pas l'homme soigné et souriant des photos de mariage. Pas le visage calme que j'avais vu chaque soir au dîner. Ce Larry-là avait l'air fatigué. Ses yeux étaient cernés. Sa chemise était froissée, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est penché en avant. Lorraine, dit-il, si tu regardes ça, ça veut dire que je n'ai pas survécu. Ou peut-être que je n'ai plus eu le temps. Il a soupiré et s'est frotté le visage. Il n'y a pas de moyen facile de dire ça, alors je vais le dire directement. Tu n'as jamais été celle de qui je devais cacher des choses. Tu étais celle que je voulais protéger. Mais j'ai attendu trop longtemps, et maintenant tout me rattrape. Il a fait une pause. Il y a quelqu'un dont tu dois te méfier. Quelqu'un en qui tu as plus confiance que tu ne le devrais. Mon cœur a ralenti. Il a regardé droit dans la caméra. C'est Olivia. La pièce est devenue silencieuse.
Elle n'était pas juste quelqu'un avec qui j'ai fait une erreur, dit-il. Ce n'était pas si simple. Elle a tout planifié depuis le début. La grossesse, ce n'était pas un accident. La nuit où je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer comme ça, elle a changé. Elle a dit que si je la quittais, elle révélerait tout. L'argent, les faux comptes, tout ce que j'ai enterré pour te protéger. Il s'est penché plus près. Je pense qu'elle a tué Pamela. Je ne pouvais plus respirer. Je ne peux pas le prouver, dit Larry. Mais le timing, c'était trop parfait. Pamela venait de faire ses valises. Elle m'a dit qu'elle avait réservé un aller simple pour Porto. Et puis l'accident. Une seule voiture. Pas de témoins. Ils ont dit que les freins avaient lâché, mais elle avait fait réviser la voiture la veille. Sa voix tremblait. Olivia savait qu'elle était enceinte. Pamela, non. Ça a tout changé. Il a de nouveau regardé la caméra. Ils ont dit que c'était un accident. Pas d'acte criminel. Mais Olivia savait, et Pamela non. Hélène a couvert sa bouche. Les mains de Frank se sont serrées en poing. J'ai essayé de réparer les choses, a dit Larry. J'ai déplacé l'argent. J'ai fait des copies. Je me suis assuré que s'il m'arrivait quelque chose, tu aurais tout ce dont tu as besoin. Je suis désolé de t'avoir causé tant de douleur avant de faire ce qui était juste. Il a baissé les yeux, puis a regardé à nouveau la caméra. J'étais faible, mais toi, tu ne le es pas. Et si tu veux t'éloigner de tout ça, fais-le. Prends ce qui t'appartient. Laisse le reste derrière toi. Il a fait une pause. Mais si tu décides de te battre, ne le fais pas seul. L'écran s'est figé. Puis il est devenu noir. Je suis resté assise, pétrifiée. Cela m'a semblé durer des heures. Larry savait. Il savait de quoi Olivia était capable. Il savait ce qui allait arriver. Et pourtant, il a essayé de contrôler l'histoire, même après sa mort. Peut-être que c'était la culpabilité. Peut-être que c'était la peur. Mais maintenant, il m'avait donné la vérité. Et c'était à mon tour de décider quoi en faire. Olivia ne savait pas que j'avais vu la vidéo. Pas quand je l'ai invitée à bruncher. Pas quand je l'ai serrée dans mes bras à la porte et lui ai dit qu'elle me manquait. Que nous devrions reparler comme de vraies sœurs. Elle a souri comme quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. Elle portait une robe bleu ciel qui montrait son ventre arrondi. Il donne des coups de pied quand je bois du jus d'orange, dit-elle en riant, se frottant le ventre. J'ai souri aussi, mais pas avec les yeux. Nous nous sommes assises sur le porche d'Hélène. Frank est resté à l'intérieur. Hélène nous a apporté du thé glacé, puis nous a laissé de l'espace. Je suis contente que tu aies appelé, dit Olivia en croisant les mains sur ses genoux. Je craignais que tu sois toujours en colère. Pourquoi serais-je en colère? Ai-je demandé calmement. Parce que mon mari couchait avec ma sœur, ou parce qu'il t'a laissé une partie de son argent? Olivia a cligné des yeux. C'était la première fissure. Elle s'est agitée sur son siège. Lorraine, c'est difficile pour nous deux. Larry était confus. Il était tiraillé. Mais il t'aimait. Non, ai-je dit. Il ne m'aimait pas. Il avait pitié de moi. Le visage d'Olivia s'est durci. Je me suis penché plus près. Et il avait peur de toi. Elle n'a pas dit un mot. J'ai alors posé la clé USB sur la table entre nous. Les lèvres d'Olivia se sont légèrement entr'ouvertes. Je sais pour l'argent, les mensonges. Je sais qu'il allait te quitter. Et je sais ce qui est arrivé à Pamela. Elle est restée immobile, puis a dit. Tu ne peux rien prouver. Tu as raison, ai-je dit. Mais je n'en ai pas besoin. Elle a froncé les sourcils. Je me suis levé. Je ne vais pas aller au tribunal. Je n'appelle pas la police. Je ne perds pas mon temps à espérer que le système arrangera ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je vais simplement m'en aller et te laisser avec tout ce que tu pensais vouloir. L'argent, l'enfant, les mensonges. Olivia s'est levée aussi. Tu penses que ça me fait peur? Non, ai-je dit. Mais ça viendra. Puis je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur. Frank m'attendait. Plus tard dans l'après-midi, j'ai revu Adam Driver. Je lui ai donné la clé USB, une déclaration signée et une instruction claire. S'il m'arrive quoi que ce soit,
envoyer tout à la presse. Absolument tout. Après ça, je suis rentré chez moi, dans la maison que j'avais partagée avec Larry. C'était calme maintenant, immobile. J'ai traversé chaque pièce, touchant le dossier des chaises, les encadrements de porte, la fissure dans le plancher que nous n'avions jamais réparée. J'ai ouvert le placard, fait une valise, et laissé tout le reste derrière moi. En arrivant au garage, j'ai verrouillé la porte derrière moi. Non pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce que je savais que je ne reviendrais pas. Une semaine plus tard, j'ai pris un avion pour la Floride. De l'air frais, un nouveau nom sur le bail, un petit cottage près des montagnes. Plus de secrets, plus de coffres-forts, plus de faux-semblants. Juste moi, Lorraine Williams. Veuve, survivante. Non pas la femme à qui on a menti, mais la femme qui a transformé le silence en force.